Donc, dans ce deuxième paragraphe, nous allons étudier les applications linéaires en dimension finie. Donc, sauf mention du contraire, nos deux espaces vectoriels E et F sont supposés de dimension finie. Alors, premièrement, nous allons étudier ce qu'on peut dire sur l'image d'une famille de vecteurs, c'est-à-dire qu'on prend F, une application linéaire de E vers F, et on va prendre une famille de vecteurs de E, calculer l'image de chacun des vecteurs par l'application F, et voir ce qu'on obtient dans l'ensemble d'arrivées. Donc les propriétés qu'on va étudier, c'est la liberté et le fait d'être une famille génératrice ou ce genre de choses. Alors on va voir différents résultats. Donc premier résultat, c'est vraiment le résultat le plus important. Mais en fait, il servira très peu dans le chapitre, il servira dans le dernier chapitre d'algèbre linéaire. Donc on va voir son énoncé. Donc on se fixe une base de l'ensemble de départ qu'on a supposé de dimension finie, donc il a des bases. Donc cette base, on l'appelle epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon p. Donc p, c'est la dimension 2. Ensuite, on prend une famille de vecteurs de l'ensemble d'arrivées. Alors là, on ne suppose pas que c'est une base, c'est une famille de vecteurs quelconque. Et on suppose qu'on en a le même nombre, donc on en a aussi p. Et bien donc, le théorème dit qu'il existe une unique application linéaire de E vers F, telle que l'image de chaque epsilon k, c'est vk. Donc c'est-à-dire, quand vous fixez une base au départ et des vecteurs à l'arrivée, il existe une unique application linéaire qui transforme cette base en les vecteurs que vous êtes donnés à l'arrivée. Donc on dit qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image des vecteurs d'une base. Donc la démonstration est donnée dans une autre vidéo pour raccourcir un peu celle-ci. Alors on peut rappeler comment cette application est définie. Si on prend un vecteur quelconque de E, on peut le décomposer comme une combinaison linéaire des vecteurs de notre base, donc somme des lambda k epsilon k, où les lambda k c'est ce qu'on appelle les coordonnées. Et bien dans ce cas-là, l'image de x, ça sera égal à somme des lambda k vk. Donc en fait, on remplace le epsilon k par les vk. Donc une autre façon d'expliquer ce résultat, en fait, c'est que si on sait calculer notre application f sur des cas particuliers, c'est-à-dire les vecteurs d'une base, en fait, on sait calculer l'image de n'importe quel autre vecteur. Alors, une conséquence importante, c'est le corollaire 31. Donc, le corollaire 31 dit que si on prend deux applications linéaires de E vers F et qui sont égales en tout vecteur de notre base, alors les deux applications linéaires sont égales, c'est-à-dire qu'elles prennent la même valeur pour tous les vecteurs de E. Alors ça, c'est vraiment très important. On verra que pour démontrer une formule générale, il suffira de la vérifier sur des cas particuliers. Alors ça, mathématiquement, c'est assez étonnant, parce qu'en général, les cas particuliers ne prouvent rien sur le cas général. Mais là, si vos fonctions sont linéaires, et si vos cas particuliers sont les vecteurs d'une base, et ben, en vérifiant que ça marche sur des cas particuliers, vous êtes sûr que ça va marcher dans le cas général. Donc ça, c'est vraiment un résultat très puissant. Donc on va voir un premier exemple de ceci. On va donner une nouvelle démonstration de la formule de Taylor. Donc, on fixe n à l'antinaturel et on prend un scalaire qu'on appelle alpha. Et donc on définit une application phi qui va de kn crochet x, donc les polynômes de degré plus petit que n, dans k crochet x, c'est tous les polynômes, quel que soit leur degré. Et donc à un polynôme p, on associe la quantité somme pour k lambda de 0 à n des pkm de alpha sur factoriel k, x moins alpha puissance k. Et donc cette quantité, on l'appelle phi de p. Donc ça vous définit une application phi qui a un polynôme associe bien un polynôme. Alors on va montrer d'abord qu'elle est linéaire. Donc pour ça, on prend un scalaire lambda et p et q, deux polynômes, et on calcule phi de lambda p plus q. Donc vous prenez la formule qui est là et vous remplacez p par lambda p plus q. Ici, on dérive k fois, et on sait que la dérivation est linéaire, donc ça fait lambda, la dérivée k fois de p évaluée en alpha, plus q, dérivée k fois, évaluée en alpha. Ensuite, ici, on a un produit et une addition, donc on peut distribuer, et on coupe en deux sommes, par linéarité de la somme, donc on arrive là, et on reconnaît, la première somme c'est phi de p, la deuxième somme c'est phi de q.
Donc on a phi de lambda p plus q, c'est lambda phi de p plus phi de q, ce qui prouve bien que phi est linéaire. Alors ensuite, en fait, d'après la formule de Taylor, on sait que phi de p, ça va être égal à p. Mais là, on veut le redémontrer. Et donc, d'après le corollaire précédent, on veut montrer que phi de p égale p, donc c'est-à-dire on va montrer que phi, c'est l'identité. Et en fait, il suffit de le vérifier sur les vecteurs d'une base. Donc on prend une base de kn de x. Donc on va prendre la base canonique, c'est-à-dire les puissances de x, 1, x carré, x cube jusqu'à x puissance n. Et on va calculer l'image de chacun de ces vecteurs par phi. Donc pour calculer phi de p, il faut d'abord calculer toutes les dérivées. Donc, première question qu'on va se poser, qu'on a déjà fait dans le chapitre sur les polynômes, on fixe un entier j, donc on a le polynôme x puissance j, et ensuite on fixe un entier k, et on veut dériver donc k fois x puissance j. Alors première chose, déjà ça fait le polynôme nul si on dérive plus de fois que le degré, donc ça fait le polynôme nul si k est plus grand que j plus 1, et sinon, donc on trouve factoriel j sur factoriel j moins k, x puissance j moins k. Alors ensuite, il faut évaluer en alpha. Donc évaluer en alpha, le polynôme nul évalué en alpha, ça fait 0, et x puissance j moins k évalué en alpha, ça fait alpha puissance j moins k. Donc on arrive là, et donc on peut calculer phi de x puissance j. Donc par définition, ça fait cette quantité, et ceci, on vient de le calculer au-dessus. Sauf qu'il y a deux cas, suivant que k est plus grand que j plus 1, ou que k est plus petit que j. Donc ici, j est une variable fixée, par contre k est une variable muette. Donc pour tenir compte de ces deux formules, il faut couper notre somme en deux morceaux. D'abord k va de 0 à j, donc ça c'est quand k est plus petit que j, et ensuite k va de j plus 1 à n, ça c'est quand k est plus grand que j plus 1. Donc ce qui permet d'écrire ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall pour les sommes. Alors quand k est plus petit que j, cette quantité, on peut la remplacer par ceci, donc on arrive là, et quand k est plus grand que j, cette quantité on la remplace par 0, donc ça fait ceci. Donc ici une somme de 0 ça fait 0, donc cette somme disparaît. Et ici donc les trois factoriels, on remarque qu'elles forment k parmi j. Donc on arrive ici, et là donc on reconnaît la formule du binôme, ça fait x moins alpha plus alpha puissance j, donc x puissance j, et donc c'est bien l'identité de k de x calculée en x puissance j. Donc on vient de montrer que l'application phi et l'application identité coïncident sur la base canonique de kn de x. Donc que ce soit la base canonique, c'est pas important, elles coïncident sur une base. Donc d'après le corollaire qu'on vient d'énoncer, elles coïncident en tout vecteur, donc ici en tout polynôme de kn de x. C'est-à-dire que pour tout p dans kn de x, phi de p, ça fait l'identité de p. Et donc pour tout p dans kn de x, l'identité de p, ça fait p, et phi de p, ça fait ça. Et donc en fait, on vient de redémontrer la formule de Taylor pour les polynômes. Et donc, en le vérifiant sur les cas particuliers des puissances de x, comme c'est une formule qui est linéaire, on peut conclure que c'est vrai pour tous les polynômes. Donc, ce corollaire est important pour ceci. Et ensuite, donc, ce résultat, on va sinon très peu l'utiliser dans le chapitre. Mais pour le dernier chapitre, on retiendra ça. Pour définir une application linéaire, il suffira de donner l'image des vecteurs d'une base. Donc par exemple, dans le plan, si vous prenez la base ij, les vecteurs 1, 0 et 0, 1, pour définir une application linéaire, donc une rotation, une translation, il suffira de donner l'image de i et l'image de j. Donc en connaissant l'image de deux vecteurs du plan, vous connaîtrez l'image de tous les vecteurs du plan. Et donc ça, on verra dans le dernier chapitre que ça permettra de représenter les applications linéaires par des matrices. Mais ce n'est pas l'objet de ce chapitre. Par contre, le corollaire 31, on voit que lui, il peut avoir des applications un petit peu partout. Alors, maintenant, on va voir un autre résultat qui va nous donner une nouvelle méthode pour déterminer l'image d'une application linéaire. Donc ça tombe bien parce que ce n'était pas une question facile. Alors, c'est en deux étapes. Donc, on commence au début par se donner petit f une application linéaire de E vers F, et U1 jusqu'à UP une famille de vecteurs de E, donc elle est quelconque, là on ne fait pas d'hypothèse dessus.
Alors, si on fait vect de U1 jusqu'à UP, donc ça c'est l'espace engendré par nos vecteurs U1 jusqu'à UP, donc c'est un SEV de E, et on calcule son image directe par F, donc ça fait une partie de l'ensemble d'arrivée, eh bien, on obtient l'espace engendré par les vecteurs F de U1 jusqu'à F de UP. Donc, on voit qu'on peut échanger en fait les symboles F et vect d'une certaine façon. Donc F de vect, ça fait vect, et on applique F à chacun des vecteurs à l'intérieur. Donc ça permet de calculer l'image d'un espace engendré. Et donc on verra qu'en particulier, si on suppose que notre famille est génératrice, en fait la plupart du temps on prendra une base, eh bien on obtiendra que l'image de F est engendrée par la famille formée de l'image de chacun de ces vecteurs. Donc ça, ce sera très utile dans les exercices. Pour trouver l'image de F, donc pour trouver une base de l'image de F, donc on prendra une base de notre espace de départ. Donc si c'est un espace usuel, on prendra la base canonique. On calculera l'image de chacun des vecteurs de cette base. Et d'après le théorème 32, la famille qu'on obtient va engendrer l'image. Donc ensuite, pour avoir une base, il faudra voir si elle est libre. Et si elle ne l'est pas, il faudra enlever certains vecteurs. Donc, la démonstration est dans une autre vidéo. On va voir comment l'utiliser dans les exercices. Donc, un exemple simple, on reprend une application linéaire de R³ dans R² qu'on a déjà étudié de nombreuses fois dans le chapitre. On a déjà calculé son noyau et son image. Donc là, on va calculer l'image, une base de l'image, grâce à cette nouvelle méthode. Donc, on a notre application linéaire qui va de R³ dans R². Ici, c'est ce qu'on appelle son expression analytique. Alors, on a déjà montré qu'elle était linéaire. Et on avait appris à déterminer une base de l'image en utilisant ce qu'on appelle l'expression analytique de F. Ici, on va avoir une autre méthode qui marche dans beaucoup d'autres cas. Alors, on a dit qu'il faut se donner une base de l'espace de départ. Donc, comme c'est R³, on prend la base canonique, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0. Donc, le théorème 32 dit que l'image de F est l'espace engendré par F de 1, F de 2, F de 3. Donc, on calcule ces trois vecteurs grâce à l'expression analytique de F qui était donnée là. On trouve les vecteurs 2, 1, 0, 1, moins 1, 1. Donc ces trois vecteurs engendrent IMF. Alors comme on est en dimension 2 et qu'on a trois vecteurs, on est sûr que la famille est liée. Donc on cherche une relation entre les trois. On trouve que 2 fois celui-là plus le premier, ça fait 3 fois le deuxième. Donc celui-là, on l'enlève de la famille génératrice ici. On obtient que l'image de F est engendrée par F de 1, F de 3. C'est-à-dire les vecteurs 2, 1 et moins 1, 1. Alors ces deux vecteurs n'étant pas collinaires, ils forment une famille libre, et donc ils forment une base de l'image de F. Donc on voit que c'est une méthode assez efficace. On essaiera de privilégier celle-ci. Alors deuxième exemple, qui est aussi très important, on va avoir une manière de montrer qu'une application est surjective. Donc on prend l'application F qui va de Rn plus 1 crochet X dans Rn crochet X. Alors ici, j'ai pris le plus simple possible. À P, on va associer P'. Donc, pour montrer qu'elle est surjective, on a un théorème qui nous dit qu'il faut montrer que l'image de cette application, c'est exactement l'ensemble d'arrivées. Donc, voyons ça. Donc, on appelle F l'application de Rn plus 1 de X dans Rn de X, qui à P associe P'. Alors l'énoncé vous dit que si le polynôme de départ est de degré plus petit que n plus 1, son image va être de degré plus petit que n. Alors ça, même si c'est écrit dans l'énoncé, il faut quand même le vérifier dans les exercices. Donc on va le vérifier, on prend P, un polynôme dans Rn plus 1 crochet X, ça veut dire que son degré est plus petit que n plus 1. Donc on sait que si on fait P', c'est de degré inférieur ou égal au degré de P moins 1. Donc c'est pas forcément égal, on peut avoir un problème si le polynôme P est constant par exemple. Donc je vous renvoie au chapitre sur les polynômes. Donc si on veut ne pas faire de cas particulier, il faut mettre inférieur ou égal ici. Alors comme le degré de P est plus petit que n plus 1, on trouve que le degré de P' est plus petit que n.
et donc l'image de P, c'est bien dans Rn de x. Donc là, on a bien vérifié que f est défini sur Rn plus 1 crochet x, et est à valeur dans Rn crochet x. Donc maintenant, pour montrer qu'elle est surjective, on va montrer que son image, c'est exactement Rn crochet x. Donc pour calculer son image, on utilise la méthode qu'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'on prend une base de l'ensemble de départ, c'est Rn plus 1 crochet x, donc on prend la base canonique, c'est 1x carré jusqu'à x puissance n plus 1. Le théorème 32 nous dit que l'image de f est engendrée par la famille formée de l'image de chacun de ces vecteurs. Donc on va calculer l'image de chacun de ces vecteurs, on essaie de faire un calcul général. L'image de x puissance k, c'est la dérivée de x puissance k, donc ça fait kx puissance k-1. Alors attention, ceci est vrai quand l'entier k est non nul, mais quand k égale 0, x puissance 0 ça fait 1, et l'image de 1 c'est 0, et cette formule ne marche pas pour k égale 0, puisqu'on aurait x puissance moins 1 ici. Donc on remplace, comme l'image de 1 c'est 0, on peut l'enlever de la famille génératrice. Donc au départ on remplace, et on enlève 0 de notre famille génératrice. Alors, nos polynômes sont de degré plus petit que n, donc ils appartiennent à Rn de x, et donc l'espace qu'ils engendrent est inclus dans Rn de x, donc l'image de f est inclue dans Rn de x. Et ensuite, on voit que ce sont des polynômes non nuls de degré échelonné, donc on sait que c'est une famille libre, et donc on a trouvé une base de l'image de f. Alors, pour montrer que l'image de f est égale à Rn de x, plutôt que faire l'inclusion réciproque, on sait qu'on a besoin seulement de vérifier qu'ils ont même dimension. Donc la dimension de Rn de x, c'est n plus 1. On va calculer la dimension de l'image. Donc la dimension de l'image, on y a accès grâce à notre base. La dimension de l'image, c'est le cardinal de notre base. Donc les puissances de x de 0 à n, ça fait n plus 1 vecteur. Donc la dimension de l'image, c'est n plus 1. C'est la dimension de Rn de x. Comme il y avait une inclusion, on peut en conclure qu'il y a égalité. Et donc on a montré que notre application est surjective. Alors là, bien sûr, pour l'application qui a P associe P', c'était assez évident, mais la méthode va marcher sur des exemples plus compliqués, avec un peu plus de calcul. Voilà, donc ça c'est un résultat qui permet de trouver une base de l'image d'une application linéaire. Alors maintenant, on va étudier d'autres phénomènes. On va se demander si l'image d'une famille libre, est-ce qu'elle est encore libre? Et si on fait l'image d'une famille génératrice de l'ensemble de départ, est-ce que c'est une famille génératrice de l'ensemble d'arrivée? Donc, on fixe dans les théorèmes suivants, petit f, une application linéaire de grand E vers grand F. Alors, premier théorème, qu'est-ce qu'on peut dire si on prend une famille libre de l'ensemble de départ? Alors, premier résultat, c'est que si notre application est injective, elle va transformer une famille libre de E en une famille libre de F. Donc on voit que pour que le caractère libre soit conservé, on doit supposer que la fonction est injective. Alors ensuite, on va voir qu'on a une sorte de réciproque. Donc là, ici, si alors c'est une implication, maintenant on a une équivalence. Donc on va avoir équivalence de F est injective sur E, et de il existe une base de E qui est transformée par F en une famille libre. Donc c'est-à-dire, si elle transforme une famille libre en une famille libre, on ne peut pas dire qu'elle est injective, on ne sait pas. Par contre, si elle transforme une base en une famille libre, et bien comme 2 implique 1, là on pourra dire qu'elle est injective. Et détail important, si vous montrez que c'est vrai pour une base, eh bien f va être injective, et on verra dans la démonstration que ça va en fait être vrai pour toutes les bases. Donc là c'est encore très surprenant. Si vous le faites sur un cas particulier, donc sur une base n'importe laquelle, mais au hasard, eh bien ça va marcher pour toutes les autres. Donc c'est des résultats qu'on rencontre comme ça en algèbre linéaire, qui sont un petit peu nouveaux. Donc voyons la démonstration de ce théorème. Elle est aussi laissée dans une autre vidéo pour gagner un petit peu de temps. Alors maintenant pour les familles génératrices, eh ben, on a la même chose en remplaçant injectif par surjectif. Donc si on a une application surjective,
elle va transformer une famille génératrice de l'ensemble de départ en une famille génératrice de l'ensemble d'arrivée. La réciproque est fausse en général. Pour avoir une réciproque, il faut prendre une base de l'ensemble de départ. Donc, c'est-à-dire, on a équivalence de f est surjective, et il existe une base de l'ensemble de départ qui est transformée en une famille génératrice de l'ensemble d'arrivée. Et comme au-dessus, si c'est vrai pour une base, ça va être automatiquement vrai pour toutes les autres bases. Voilà, donc ces résultats, ils sont instructifs, notamment pour leur démonstration, mais on ne va pas l'utiliser tel quel en exercice. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les fusionner. Donc on obtient le corollaire 35. Donc le corollaire 35 dit qu'on a équivalence de f est un isomorphisme de E vers F, c'est-à-dire une bijection linéaire, et il existe une base de E qui est transformée en une base de F. Et si c'est vrai pour une base, ce sera en fait vrai pour toutes les bases. Donc ça, par contre, c'est vraiment un résultat très très important. Une application linéaire bijective, c'est en fait une application qui transforme une base en une base. Donc si on résume, un isomorphisme, d'après le théorème 33, ça transforme une famille libre en une famille libre. D'après le théorème 34, ça transforme une famille génératrice en une famille génératrice. Et d'après le corollaire 35, ça transforme une base en une base. Et là, il y a même une réciproque, c'est-à-dire si une base est transformée en une base, ça prouve que c'est un isomorphisme. Donc ça nous donne une nouvelle façon de définir un isomorphisme. Au lieu de donner une expression analytique, c'est-à-dire une formule à partir des coordonnées, on peut donner ce qu'on va appeler une définition géométrique, c'est-à-dire si vous prenez une base de l'ensemble de départ et une base de l'ensemble d'arrivée, et qu'elles ont le même nombre de vecteurs, c'est-à-dire que E et F ont la même dimension, eh bien ça vous définit un unique isomorphisme de E vers F. Donc ça, ce sera une façon simple de définir des bijections. Alors ensuite, on va voir qu'on obtient des conditions sur la dimension de l'espace de départ et la dimension de l'espace d'arrivée. Alors ça rappelle un résultat qu'on avait appelé le principe des tiroirs en dénombrement. Alors bon, là, les ensembles étaient finis et on avait des conditions sur les cardinaux. Quand les fonctions étaient injectives, surjectives ou bijectives. Donc je vous laisse aller réviser le chapitre de dénombrement. Alors ici ça ressemble, mais les espaces vectoriels sont de cardinal infini. Une droite ou un plan, c'est une infinité de points. Mais par contre, leur dimension peut être finie. Donc là, on va voir qu'on a des conditions sur les dimensions. Donc, pour commencer, on prend une application linéaire de E vers F. Alors, premier résultat, si elle est injective, alors la dimension de l'espace de départ est forcément plus petite que la dimension de l'espace d'arrivée. Donc si vous allez d'un plan dans l'espace, on peut avoir une injection. Par contre, si vous allez de l'espace dans un plan, vous faites une projection, ça ne peut pas être injectif par contraposé. Alors pour surjectif, l'inégalité dans l'autre sens, c'est-à-dire que la dimension de l'espace de départ doit être plus grande que la dimension de l'espace d'arrivée. Et donc si on a un isomorphisme, c'est-à-dire une bijection, alors les deux espaces sont même dimension. Donc si vous allez de l'espace dans un plan, ça ne peut pas être bijectif. Et on a un autre résultat qui est très important, c'est que si l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont la même dimension, alors F est bijective si et seulement si elle est injective, si et seulement si elle est surjective. Donc là, vous verrez dans le chapitre de dénombrement, on avait un résultat un peu semblable. Donc on a très peu utilisé. Alors celui-là, par contre, on va beaucoup l'utiliser. Donc pour montrer que on a un isomorphisme, on montrera simplement que la fonction est injective. Et pour montrer qu'elle est injective, on va montrer que son noyau est réduit à 0. Donc on fera souvent le raisonnement suivant. On va montrer que le noyau de F ne contient que le vecteur nul. On en déduira qu'elle est injective. On remarquera que la dimension de l'espace de départ et d'arrivée sont les mêmes. Et bien on pourra en conclure que la fonction est bijective. Donc ça, c'est un résultat qui va servir souvent.
Alors attention par contre, le résultat est faux en dimension infinie. Donc si la dimension 2 est égale à la dimension de f, mais qui sont tous les deux de dimension plus l'infini, la fonction peut être injective, mais pas surjective, ou l'inverse. Donc on va voir un contre-exemple. On prend l'application phi qui est un polynôme de k de x associe x fois ce polynôme. Et on va montrer qu'elle est injective, mais pas surjective. Donc on a un contre-exemple, on a une application linéaire de E vers F, qui est injective mais non surjective. E et F sont de même dimension, mais cette dimension est infinie. Alors d'abord, pour faire un petit exercice, on va vérifier qu'elle est linéaire, cette application. Donc on prend lambda PQ, lambda est un scalaire et P et Q sont des polynômes. On fait phi de lambda P plus Q, donc on remplace P ici par lambda P plus Q, ça fait X fois lambda P plus Q, on développe et on retrouve lambda phi de P plus phi de Q. Donc on a montré qu'elle était linéaire, comme l'espace d'arrivée qui est là et l'espace de départ sont les mêmes, c'est ce qu'on appelle un endomorphisme. Alors pour voir si c'est injectif, on prend un vecteur dans le noyau. Donc si P est un polynôme du noyau, XP égale le polynôme nul. Et comme le produit des polynômes est intègre, et que X n'est pas le polynôme nul, et bien P est le polynôme nul. Donc on a montré que car phi est inclus dans le singleton 0. Mais comme car phi est un sous-espace vectoriel, il contient le vecteur nul, donc on a l'inclusion dans l'autre sens, et donc car phi est égal au singleton 0, et donc on peut en conclure que phi est un endomorphisme injectif. Alors, pour savoir s'il est surjectif, on va regarder son image. Donc on prend Q, un polynôme qui appartient à l'image de phi. Alors par définition, elle a un antécédent qu'on appelle P, donc on a Q égale phi de P, c'est-à-dire Q égale X fois P. Alors si on passe au degré, ça fait que le degré de Q, c'est 1 plus degré de P. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si P n'est pas le polynôme nul, le degré de P c'est un entier positif, donc le degré de Q est plus grand que 1. Et si P est le polynôme nul, bon, en fait ça fait Q égale 0 ici. Donc soit le polynôme Q est de degré plus grand que 1, soit il est le polynôme nul. Donc il n'est pas constant non nul, c'est-à-dire il n'est pas de degré 0. Donc par contraposé, si Q est de degré 0, alors il n'appartient pas à l'image de phi. Et donc on va montrer que l'image de phi n'est pas égale à l'ensemble des polynômes, puisque l'image de phi ne contient pas les polynômes de degré 0. Et donc notre endomorphisme n'est pas surjectif. Alors là, on a pris un endomorphisme où effectivement ce résultat va beaucoup servir avec les endomorphismes. Un endomorphisme, on a E égale F, donc dim de E égale dim de F, puisque l'ensemble de départ et d'arrivée sont les mêmes. Donc un endomorphisme avec un espace de dimension finie, il est bijectif si et seulement si il est injectif. Donc on va le voir sur cet exemple. On va montrer que notre application phi est un endomorphisme. On va montrer qu'il est injectif, et donc d'après notre théorème ci-dessus, cette fois on est en dimension finie, on va pouvoir conclure qu'il est bijectif. Alors ça, ce sera très important. Dire qu'il est bijectif, ça veut dire que si je prends un polynôme quelconque à l'arrivée, il a un unique antécédent. Ça veut dire que si je fixe un polynôme Q, l'équation P moins 2xP' égale Q a une unique solution dans Kn de x, c'est-à-dire une unique solution polynomiale. Et l'équation P moins 2xP' égale Q, c'est une équation différentielle. Donc on vient de montrer que si le second membre est un polynôme, il existe une unique solution particulière qui est un polynôme, grâce à l'algèbre linéaire. Donc voyons cet exemple. Alors on fixe l'anti-n, et phi va de Kn de x dans Kn de x, à P on associe P moins 2xP'. Alors pour montrer que c'est un endomorphisme, on vérifie d'abord que c'est linéaire. Bon, le calcul est là, c'est la méthode classique. Alors ensuite, comme dans un autre exemple qu'on a fait avant, même si c'est écrit dans l'énoncé que l'espace d'arrivée c'est Kn de x, il faut quand même l'expliquer. Puisque si on prend un polynôme de degré plus petit que n et qu'on fait des calculs, le degré pourrait ne plus être de degré inférieur, le degré pourrait ne plus être plus petit que n. Donc il faut toujours le vérifier, même si c'est écrit dans l'énoncé. Donc on prend P dans l'ensemble de départ, c'est-à-dire qu'il est de degré plus petit que n.
Alors quand on fait 2xp', on sait que ça fait 1 plus le degré de p'. Et si le degré de p est plus petit que n, le degré de p' est plus petit que n moins 1, et 1 plus n moins 1, ça fait n. Donc ce terme est de degré plus petit que n. Ensuite ici on a une somme, on sait que le degré d'une somme c'est plus petit que le maximum des degrés. Mais le degré de p est plus petit que n, le degré de ce polynôme est plus petit que n, donc le maximum des deux est aussi plus petit que n. Et donc là, on a bien vérifié que phi est défini sur kn crochet x et à valeur dans kn crochet x, et donc on peut conclure que phi est un endomorphisme. Alors maintenant, on va montrer que c'est un automorphisme, c'est-à-dire qu'il est bijectif. Pour ça, on va montrer qu'il est injectif. Et pour cela, on regarde le noyau, donc on prend p dans quart de phi. Par définition, phi de p, c'est le polynôme nul, donc p égale 2xp'. Alors, il est possible que p égale 0. Donc, maintenant, on suppose que p est non nul. Alors, dans ce cas-là, il a un coefficient dominant qu'on va appeler cx puissance d, où c est un scalaire non nul et d est un entier positif. Alors, p égale 2xp', si on regarde le terme dominant des deux côtés, le terme dominant de p, c'est cx puissance d. Donc, comme vous avez noté, c'est pas le coefficient dominant, c'est le terme dominant, là. Il y a une erreur de vocabulaire. Donc, le terme dominant de p, c'est cx puissance d. Et quand on fait 2xp', le terme de p au degré, c'est 2cd x puissance d. Puisque la dérivée de ce terme, c'est cd x puissance d moins 1, et vous avez multiplié par 2x. Donc, ça fait 2cd x puissance d. Mais alors, si ces deux monômes sont égaux, c'est que c égale 2cd, et comme c est non nul, puisque c'est un terme dominant, on trouve que 1 égale 2d. Alors ça fait d égale 1,5, ce qui est absurde, puisque d c'était un degré, c'était un entier. Donc p non nul, ce n'est pas possible, on garde que le cas p égale 0. Donc là on vient de montrer que le noyau est inclus dans le singleton 0, comme le noyau est un SEV de kn de x, il contient aussi le polynôme nul, et donc il est égal au singleton 0. Ceci prouve que phi est injectif. Alors comme la dimension de l'ensemble de départ est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée, bon, puisqu'ici c'est le même ensemble, le théorème 37 nous dit que phi est bijectif, et donc on a bien un automorphisme. Donc là on voit qu'on a pu montrer que phi était bijectif de façon quand même assez simple. On a juste eu à vérifier que son noyau ne contenait que le polynôme nul. Alors, on a un autre résultat important, c'est qu'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, il va être inversible pour la loi de composition, si et seulement s'il est inversible à gauche ou à droite. Donc là, c'est le premier chapitre de l'année. On avait dit qu'un endomorphisme, qu'une application quelconque, est inversible pour la loi de composition s'il existe une autre. Donc si on appelle f l'endomorphisme, ou plutôt f l'application, on dit qu'il est inversible pour la loi de composition s'il existait une application G telle que f rond G c'est l'identité et G rond F c'est l'identité. Il fallait avoir les deux côtés. Et on a montré que c'était équivalent à être bijectif. C'était le théorème de la bijection. Alors ici, si on prend un endomorphisme et qu'on est en dimension finie, et bien si on a G rond F égale identité ou f rond G égale identité, donc seulement une des deux, et bien en fait on aura la deuxième, et donc il sera inversible, et donc il sera bijectif. Donc ça peut servir dans ce chapitre, ça servira beaucoup pour les matrices, ça expliquera pourquoi, quand on a AB égale l'identité, on peut en déduire que A est inversible, et donc que BA est aussi égal à l'identité. Alors, la démonstration est laissée dans une autre vidéo. Ici, on va voir un contre-exemple en dimension infinie. Donc, en dimension infinie, un endomorphisme peut être inversible à gauche, mais pas à droite, ou l'inverse. Donc là, on prend l'espace vectoriel des suites réelles, R puissance les entiers naturels, et on prend un exemple assez classique qu'on appelle le shift. Donc, en anglais, ça fait décalage, c'est-à-dire une suite UN, donc U0, U1, U2, etc., on associe la suite UN plus 1, c'est-à-dire U1, U2, U3,
Donc la même suite, mais on a supprimé U0 et on a décalé tous les termes d'un rang vers la gauche. Donc on peut le visualiser ici, à U0 et à U2, on associe ceci. Alors attention, ici U2 c'est le terme de rang 2. Par contre ici U2 c'est le terme de rang 1, parce qu'on les a décalés sur la gauche. Alors on va montrer que c'est un endomorphisme. Donc là c'est pas facile, puisque ça agit sur des suites. Donc on prend lambda 1 réel et U et V de suite, et on calcule phi de lambda U plus V. Donc si on remplace U par lambda U plus V, ça fait lambda U1n plus 1 plus Vn plus 1. Alors par définition de la somme dans l'ensemble des suites, on peut couper comme ça une somme de deux suites, puisque la somme de deux suites se fait terme à terme. Et donc là on reconnaît lambda phi de U, et là on reconnaît phi de V. Donc il faut bien mettre les parenthèses ici, puisque ce calcul ne dépend pas de n, hein. Ici n est une variable muette. Donc là ça a prouvé que phi est un endomorphisme. Donc maintenant on va montrer que phi est surjectif. Ici il y a un petit trou. Alors pour ça on va montrer qu'elle est inversible à droite. Donc on définit une application psi à une suite un, on associe la même suite, mais on a tout décalé d'un rang vers la droite cette fois, et on a rajouté un 0 au début. Alors l'idée c'est que si je fais cette opération, donc tout décalé à droite et mettre un 0, et ensuite celle-ci, tout décalé à gauche en supprimant le premier terme, donc si je supprime le premier terme et que je redécale tout, bah je reviens au point de départ. Donc en fait, quand on fait phi de psi de U, on retrouve U. Et donc phi, comme c'est vrai pour tout de suite U, c'est que phi rond psi, c'est l'application identité de l'ensemble des suites réelles. Et donc là, on vient de montrer que phi a une inverse à droite. Et donc on a vu dans un exercice du chapitre 1 que si une fonction est inversible à droite, celle-ci est surjective et celle-ci est injective. Donc là, phi est inversible à droite et donc il est surjectif. Donc maintenant, on remarque que si on prend la suite 1 puis que des 0 et qu'on calcule son image par phi, donc on supprime 1 et on décale tout le monde, ben on trouve la suite nulle. Et donc on a trouvé un vecteur qui n'est pas le vecteur nul, dont l'image est le vecteur nul. Ça veut dire que le noyau de phi n'est pas réduit à 0. Donc notre phi n'est pas injectif. Et donc d'après l'exercice que j'ai cité dans le premier chapitre, il n'est pas inversible à gauche. Donc là on peut être inversible à droite, mais non inversible à gauche. Voilà. Alors maintenant on va terminer par la définition de ce qu'on appelle des espaces vectoriels isomorphes. Alors là ils sont plus forcément supposés de dimension finie. Donc on dit que deux espaces sont isomorphes lorsqu'il existe un isomorphisme du premier vers le deuxième. Alors l'idée c'est qu'ils vont avoir des propriétés très très proches. En effet, si on a un isomorphisme de E vers F, on peut identifier X qui appartient à E avec son image F de X dans F, puisqu'il y a une correspondance biunivoque entre les deux ensembles. Et comme c'est isomorphe, c'est linéaire, donc en fait les calculs de vecteurs dans E reviennent à faire des calculs dans F. C'est pour ça qu'on peut presque considérer qu'ils sont égaux. Et donc, d'après tout le résultat qu'on a dit avant, s'ils sont de dimension finie, c'est la même chose de dire qu'ils sont isomorphes et qu'ils ont la même dimension. Donc en particulier, tout espace vectoriel de dimension n est isomorphe en fait à k puissance n, puisque la dimension de k puissance n c'est n aussi, d'après le théorème 40. Donc n'importe quel espace E de dimension n, on pourrait le remplacer par k puissance n, mais bon en fait ça ne simplifie pas vraiment les choses. Et donc il existe des isomorphismes du coup de E dans k puissance n. Il y en a un qu'on appelle l'isomorphisme canonique. Donc si on prend une base quelconque de E, qu'on appelle epsilon h jusqu'à epsilon n. Donc ça, c'est pas la base canonique, hein, parce que E, on ne sait pas qui c'est.
eh ben, on peut considérer l'application qui va de E dans k puissance n, qui a un vecteur x de coordonnées xk, associe la liste de ces coordonnées. Donc ça, dans une démonstration précédente, on avait montré que c'était linéaire. Et en fait, c'est bijectif. Donc ça s'appelle l'isomorphisme canonique. Alors, nous, dans les exercices, on va beaucoup utiliser que 1 implique 2. C'est-à-dire que s'il existe un isomorphisme de E vers F, alors la dimension de E sera égale à la dimension de F. Donc ça sera une nouvelle façon de calculer une dimension. On mettra un espace en bijection avec un autre dont on connaît la dimension. Alors on va voir que grâce à ça, on peut retrouver les résultats du début d'année qu'on a admis sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 ou sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2. Alors on fait d'abord les suites. Donc on fixe deux nombres complexes A et B, et on appelle E l'ensemble des suites complexes, telles que pour tout n, un plus 2 égale AUN plus 1 plus BUN. C'est-à-dire que E, c'est l'ensemble des suites complexes qui vérifient cette relation de récurrence. Donc c'est la même relation de récurrence pour tous les éléments de E, puisque A et B sont fixés. Alors on sait montrer que E est un sous-espace vectoriel de C puissance n, c'était le TD13, et donc E est un CEV. Ce qu'on aimerait, c'est calculer sa dimension. Alors pour ça, on définit une application qui va de E dans C au carré, et qui a une suite UN associe ces deux premiers termes, U0 et U1. Donc ça, c'est bien un couple de nombres complexes. Alors ce qu'on sait, c'est que toute suite UN qui appartient à E, c'est-à-dire qui vérifie cette relation de récurrence, elle est entièrement déterminée par la donnée de ces premiers termes, U0 et U1. Puisque si je connais U0 et U1, ben ici je peux calculer U2, puis avec U1, U2 je peux calculer U3, puis etc. Donc dès que je connais les deux premiers termes, je connais en fait toute la suite. Et bien cette évidence se traduit par le fait que phi est bijective. Puisque si on prend deux nombres complexes ici, eh bien il y a un unique antécédent, puisque ces deux nombres complexes, si c'est les deux premiers termes d'une suite UN qui vérifient cette relation de récurrence. Donc notre fonction phi, elle est bijective. Ensuite, c'est assez facile de voir qu'elle est linéaire. Et donc phi est un isomorphisme de E vers C au carré. Et donc E est de dimension finie, et sa dimension, c'est la dimension de C au carré, c'est 2. Donc là, on vient de montrer que l'ensemble des suites qui vérifient une relation de récurrence d'ordre 2 est un espace de dimension 2. Alors maintenant, on va trouver une base. Donc on sait que en dimension 2, une base, il suffit d'avoir deux vecteurs, donc ici deux suites non proportionnelles qui appartiennent à eux. Alors là, l'idée, c'est de chercher des suites géométriques, s'il en existe, qui appartiennent à eux. Donc on prend R, un nombre complexe non nul, et on regarde si la suite géométrique de raison R appartient à eux. Donc ça fait que pour tout n, on a cette formule. Comme R est non nul, on peut simplifier par R puissance n. On trouve R carré égale R plus B. C'est-à-dire que R est solution de ce qu'on a appelé l'équation caractéristique. Donc là, ça explique d'où vient l'équation caractéristique. Les solutions de l'équation caractéristique nous donnent des suites géométriques qui appartiennent à eux. Alors là, il y a encore deux cas. Donc si delta est non nul, on sait que l'équation caractéristique a deux racines distinctes, R1 et R2. Alors là, les deux suites géométriques R1 puissance n et R2 puissance n ne sont pas proportionnelles. Elles appartiennent à E, donc elles forment une base de E, puisqu'il y a une dimension 2. Et donc E est engendré par la suite R1 puissance n et la suite R2 puissance n. Donc ça veut dire que toutes les suites de E sont combinaisons linéaires de ces deux suites. Et donc il existe deux scalaires lambda et mu, tels que pour tout n. Un c'est lambda R1 puissance n plus mu R2 puissance n. Donc là on vient de redémontrer ce résultat qu'on avait énoncé au début de l'année. Alors si delta égale 0, on est un peu plus embêté, puisque là l'équation caractéristique a une seule racine, qui est A sur 2. Donc là on sait que la suite géométrique R0 puissance n appartient à E, mais il n'y en a pas d'autre. Alors là l'idée c'est de faire n fois R0 puissance n. Donc en utilisant que delta est nul, on montre que cette suite appartient à E, donc je vous laisse lire le calcul. Et donc là, on a deux suites qui appartiennent à E, R0 puissance n et NR0 puissance n. Et comme elles sont non proportionnelles, on a trouvé notre base. Et donc là, toutes les autres suites sont combinaisons linéaires de ces deux suites. Donc on retrouve
la forme qu'on avait donnée dans le chapitre sur les suites. Donc tout ça, grâce au fait que, si vous voulez, l'application qui a une suite associe les conditions initiales est un isomorphisme. Donc on va faire pareil avec les équations différentielles. Donc là on fixe deux complexes A et B, et on appelle E, c'est l'ensemble des fonctions y qui sont deux fois dérivables sur R à valeur dans C, tel que pour tout t dans R, y seconde de t plus ay' de t plus py de t égale 0. Donc c'est-à-dire c'est l'ensemble des solutions de cette équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène. Donc là on va aller un peu plus vite. L'idée c'est de définir l'application phi qui a une fonction y solution associe y0 et y'0, donc les deux conditions initiales. Donc d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, les deux conditions initiales définissent une unique solution, donc cette fonction est bijective. On voit facilement qu'elle est linéaire, donc on a un isomorphisme, et donc la dimension de E, c'est la dimension de C au carré, c'est 2. Donc là encore, il suffit de trouver deux solutions non proportionnelles. Donc là, l'idée, c'est de chercher des fonctions exponentielles. Donc on prend R, un complexe non nul, et on cherche à quelles conditions la fonction qui a t associée exponentielle RT vérifie cette équation. Et bien là, donc encore une fois, on tombe sur l'équation caractéristique R carré plus R plus B égale 0. Donc ça nous explique d'où vient l'équation caractéristique. Alors si l'équation caractéristique, si delta est non nul, petite erreur, on a deux racines distinctes, donc deux fonctions exponentielles non proportionnelles, donc qui forment une base de E. Si par malheur on a une seule racine, donc on a la fonction qui a t associée exponentielle R0 de t, on vérifie que si on multiplie par t, ça donne une autre solution, et donc là on a encore deux solutions non proportionnelles, et donc on obtient une base.